Sell in May and go away, ou vendez en mai et fuyez en français, est un adage populaire que vous avez peut-être déjà entendu et qui recommande de quitter la bourse en mai car les marchés entrent alors dans une période saisonnière défavorable, voire dangereuse pour vos finances. Mais ce dicton boursier populaire est-il justifié? Y a-t-il des faits concrets derrière l'idée de vendre en mai ou cette idée est-elle totalement fausse? C'est ce que je vous propose de voir plus en détail dans cette vidéo. Il y a un phénomène statistique réel derrière l'idée du sell in May qui est que si vous prenez les retours de chaque mois boursier, vous vous rendrez compte que la majorité des rendements sont usuellement générés entre novembre et avril, avec une période de retour plus faible qui s'étend usuellement de mai à octobre. Sur les dernières décennies, la période qui s'étend de novembre à avril a généré des retours moyens de 7% et celle qui s'étend de mai à fin octobre des retours moyens de 2%. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour essayer d'expliquer cela, notamment les départs en vacances des gérants de fonds pour la saison estivale qui rendent les achats plus modérés. Mais comme beaucoup de choses en bourse, le fait est que les raisons concrètes derrière ce phénomène restent entourées de mystères. La question qui suit le plus souvent logiquement est peut-on tirer profit de cet effet de saisonnalité? Théoriquement oui, mais dans la pratique c'est un peu plus compliqué. Voyons cela plus en détail. Comme nous l'avons vu dans le point précédent, s'il y a un élément important à retenir de ces études, c'est que les retours moyens de la période de mai à octobre ne sont pas négatifs, ils sont simplement plus faibles. Ce qui veut dire que toute stratégie visant à capitaliser sur ces effets de saison doit théoriquement pouvoir replacer son argent sur un autre actif qui rapporte en moyenne plus de 2% par an pendant la période défavorable sur les actions. Dans sa version la plus simple, vendre en mai et partir, la stratégie est donc perdante, puisqu'il vaut mieux rester investi et gagner 2% plutôt que de sortir des marchés boursiers et de ne rien gagner. Les stratégies qui tentent de capitaliser sur ces effets de saison consistent donc à rester exposé le plus possible sur les actions durant la période de novembre à avril, puis de passer le capital sur des actifs plus défensifs de mai à octobre. Cela peut être fait de plusieurs manières, en passant le capital investi sur des bons du trésor par exemple, ou bien en passant sur un secteur moins économiquement sensible. C'est ici la stratégie appliquée par exemple par le Stovall Seasonal Rotation Index qui tente de capitaliser sur ces effets de saisonnalité en s'exposant aux actions cycliques entre novembre et avril et en tournant le portefeuille sur les secteurs qui performent le mieux en période de marché faible, c'est-à-dire ici la santé et les défensives, entre mai et octobre. Comment est-ce que cela aurait marché? Historiquement, cette stratégie aurait rapporté en moyenne 16% par an contre 11 seulement pour l'indice S&P sur la période testée. Elle aurait transformé votre capital en 1 200 000 $ contre seulement 300 000 $ pour l'indice S&P. Plutôt pas mal, non? Historiquement, c'est le cas. Mais comme vous vous en doutez peut-être, essayer de capitaliser sur ces effets de saison n'est pas sans risque. Voyons pourquoi dans la suite. Ce n'est pas pour rien que la phrase « les performances passées ne préjugent pas des performances futures » est probablement l'expression la plus surutilisée du monde de la finance. Si la stratégie dont j'ai parlé dans le point précédent vous intéresse, c'est-à-dire la rotation sectorielle à 16% par an, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que cette stratégie a été appliquée dans le cadre d'un fonds coté, librement achetable et vendable par tout le monde sur la bourse américaine. Vous le trouverez sous le ticker SZNE. Maintenant la mauvaise nouvelle. Certains d'entre vous sans doute peut-être déjà. C'est que depuis que le fonds cote, sa performance a été très loin de ce que nous pouvions imaginer en regardant les backtests des performances passées de cette stratégie. En fait, depuis 2019 et la mise en place du fonds, cette stratégie a sous-performé de près de 40% l'indice S&P. Pourquoi et comment est-ce possible? Quand on mise sur des facteurs qui marchent pour des raisons mystérieuses et mal comprises en bourse, il faut s'attendre à ce qu'ils s'arrêtent de marcher pour des raisons tout aussi mystérieuses et mal comprises. Peut-être que la stratégie fera un retour en grâce dans les années qui viennent, ou peut-être pas, on ne peut pas savoir. Argument numéro 2 qui incite à la prudence vis-à-vis de ce genre de stratégie, c'est que dans le contexte où la période de mai à octobre ne présente pas de retour négatif, mais simplement des retours plus faibles, nous entrons un peu dans le domaine du micromanagement, voire de la suroptimisation lorsque nous essayons d'arbitrer la période de revenus inférieurs sur le portefeuille. Ajoutons à cela qu'il y a un risque d'exécution supplémentaire lié à cette stratégie. Êtes-vous sûr que vous aurez la discipline de vendre début mai quoi qu'il arrive, même si les bourses semblent engagées dans un marché haussier majeur? Et rachèterez-vous ensuite si on annonce un marché baissier ou une récession en novembre? Si vous obtenez des performances inférieures à la moyenne sur 2 ou 3 ans, continuerez-vous d'exécuter la stratégie avec discipline? Au-delà des risques propres à la stratégie elle-même, vous introduisez tout un tas de risques supplémentaires liés à l'exécution qui, d'expérience, ne manquent en général pas de se matérialiser. Et vous ne savez même pas si vous misez ici sur un facteur statistiquement robuste pour la suite. Argument numéro 3 qui incite à la prudence, la stratégie ne protège pas des cracks boursiers. Si vous reprenez les statistiques de la méthode, il faut noter qu'elle ne protège guère des cracks qui, par définition, ne sont pas très regardants en ce qui concerne la saisonnalité. Les pertes maximales sur les périodes testées sont proches de celles des indices, et si la méthode a historiquement bien fonctionné pour ce qui est de capturer le cœur des rendements boursiers de l'année, elle n'exclut pas d'être également exposée pendant les mauvaises périodes, puisqu'elle ne prend en compte aucun facteur économique particulier. On se retrouve donc avec une méthode qui au final ne réduit pas vraiment les risques et a historiquement de meilleurs rendements, mais sans garantie ou certitude que cela persistera par la suite. Pour conclure, la saisonnalité des rendements sur les actions est un fait statistique éprouvé à l'échelle de l'histoire, mais auquel reste attaché beaucoup d'incertitudes et duquel il reste relativement difficile de tirer profit.
Il est toujours utile de connaître ces éléments de saisonnalité afin de ne pas s'étonner s'il ne se passe pas grand chose sur les marchés actions à partir du mois de mai. De plus, il peut être réconfortant intellectuellement de savoir que vous avez pris une décision optimale historiquement en mettant de l'argent au travail vers octobre-novembre, si vous venez d'hériter d'une grosse somme par exemple, ou bien de vendre et de prendre vos profits vers avril-mai si vous avez besoin de retirer de l'argent de votre compte de bourse. Pour ce qui est de tout ce qui se passe entre ces deux cas particuliers, vous serez probablement mieux sur le long terme en achetant des sociétés de qualité ou un fonds indiciel en fonction de vos préférences et en les conservant sur le long terme. Et vous, prendriez-vous le risque d'essayer de miser sur ce genre de stratégie saisonnière ou préférez-vous quelque chose de plus simple? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a intéressé. Plus d'informations sur mes stratégies et mes portefeuilles sont disponibles dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous aidera à mieux investir.